Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger le deuxième TD du module des techniques chimiques pour la biologie qui concerne les techniques de fractionnement et de purification. Donc, pour l'exercice 1, indiquez en regard de chacune de ces techniques chromatographiques le terme qui représente le mode de fixation sur la phase. Donc, pour une phase inversée, comme on a vu dans le cours, c'est une phase apolaire. Donc, la phase inversée, c'est une phase apolaire ou hydrophobe. Donc, c'est l'hydrophobie. Pour la perméation de gel, comme on a vu dans le cours, on fait la séparation selon la taille des molécules, et qui dit taille, dit masse moléculaire. Donc, la séparation va se faire selon la masse des molécules ou la taille des molécules. Pour la chromatographie ionique, donc, c'est selon la protonation ou ionisation, donc on va séparer des ions. Et pour la phase normale, donc c'est une phase normale polaire, donc hydrophile. Phase polaire ou hydrophile. Donc pour 1, GC, pour 2, GA, pour 3, D et pour 4, c'est B. On passe au deuxième exercice. Un mélange de deux composés A et B conduit après migration à deux tâches aux caractéristiques suivantes. Donc X, c'est la distance de migration sur la plaque CCM, et W, c'est le diamètre du spot ou le diamètre de la tâche sur la plaque CCM. La migration du solvant ou du front de solvant dans cette expérience est de 60 mm. Donc, pour la question A, calculer le rapport frontal, l'efficacité N et la hauteur équivalente à un plateau théorique H pour chacun des composés. Pour la question B, calculer le facteur de résolution entre les deux composés A et B. Et pour la question C, établir la relation entre le facteur de sélectivité et le rapport frontal des deux composés, calculer par la suite sa valeur numérique. Donc, pour le rapport frontal RF, on sait qu'il est égal à la distance parcourue par le soluté divisé par la distance parcourue par le solvant. Donc, pour le composé A, par exemple, le rapport frontal du composé A est égal à la distance parcourue par le composé A sur la plaque CCM, qui est égal à 27, divisé par le front du solvant, qui est égal à 60 mm. Donc, le rapport frontal du composé A est égal à 0,45. Pour le rapport frontal du composé B, donc c'est la distance parcourue par le composé B sur la plaque CCM, qui est 33, divisé par la distance parcourue par le solvant, qui est 60. Donc, le rapport frontal du composé B est égal à 0,55. Donc, pour l'efficacité N, donc, on sait qu'il est égal à 16 fois la distance parcourue par le soluté au carré, divisé par le diamètre de la tâche ou du spot du composé sur la plaque CCM, donc au carré. Donc, pour le composé A, l'efficacité Na est égale à 16 fois 27 à la puissance au carré, divisé par 2 à la puissance au carré est égal à 2916. Pour le composé B, donc l'efficacité NB est égale à 16 fois la distance parcourue par le composé B au carré, divisé par le diamètre de la tâche sur la plaque CCM du composé B au carré est égal à 2787. Donc, et pour le H, on sait qu'il est égal à la distance parcourue par le soluté divisé par son efficacité N. Donc, pour le composé A, HA est égal à 27 divisé par son efficacité qui est égale à 2916. Donc, H est égal à 9,25 10 à la puissance moins 3 mm. Et pour le composé B, HB est égal à la distance parcourue par le composé B qui est égal à 33, divisé par son efficacité NB qui est égal à 2787. Donc, HB est égal à 11,8 10 à la puissance moins 3 mm. Donc, ça, c'est pour la question A. Pour la question B, donc, il nous demande de calculer la résolution entre deux composés A et B. Donc, on sait que la résolution entre deux composés est égale à 2 fois
la distance parcourue par le composé B moins la distance parcourue par le composé A divisé par la somme du diamètre des tâches ou des spots. Donc pour la résolution entre le composé A et le composé B donc est égal à 2 fois 33 moins 27 divisé par la somme du diamètre, donc 2 plus 2,5. Donc la résolution entre le composé A et B est égale à 2,66. Donc ça c'est pour la question B. Donc pour la question C, il nous demande d'établir la relation entre le facteur de sélectivité et le rapport frontal de deux composés. Donc on sait que le facteur de rétention, par exemple, pour le composé A est égal à 1 divisé par le rapport frontal du composé A moins 1 et que le facteur de résolution du composé B est égal à 1 divisé par le rapport frontal du composé B moins 1. Donc, pour la sélectivité alpha, on sait qu'il est égal au facteur de rétention du composé A divisé par le facteur de rétention du composé B. Donc, il est égal à 1 divisé par, donc on va remplacer le cas A et le cas B par 1 divisé par RA moins 1 et 1 divisé par RB moins 1. Donc, le facteur de sélectivité est égal à 1,49. Donc, il faut noter que le facteur de sélectivité est toujours supérieur ou égal à 1. On passe au troisième exercice. Quel est l'ordre d'élution des acides suivants? Donc, en HPLC, avec une colonne dont la phase stationnaire est de type C18 et une phase mobile qui est un tampon formillate qui a une concentration qui est égale à 2000 mmol par litre avec un pH qui est égal à 1,9. Donc, j'ai trois acides gras à séparer. Donc, l'acide palmitoléique, l'acide linoïque et l'acide arachidique. Donc, pour la séparation, on va utiliser une colonne appelée C18, comme on a vu dans le cours. Et c'est une colonne ou c'est une phase stationnaire inversée, donc qui est apolaire. Donc, c'est une phase apolaire. Et comme on a vu dans le cours, une phase apolaire va retenir les molécules apolaires et les phases polaires vont retenir les molécules polaires. Et pour les acides gras, comme on a vu dans le cours des lipides, on sait qu'un acide gras, il a deux parties, donc une partie hydrophile ici et une partie hydrophobe qui est la chaîne aliphatique. Donc plus cette chaîne aliphatique est longue, plus l'acide gras est apolaire, donc plus il est retenu par la phase stationnaire, donc qui est aussi apolaire. Donc plus cette chaîne est longue, plus la molécule est retenue par la phase stationnaire, donc plus il va faire du retard pour être élué. Donc la molécule la moins retenue par la phase stationnaire C18, c'est la molécule qui a une chaîne aliphatique la plus petite. Donc pour l'acide palmitoléique, donc on a 16 carbones, donc c'est l'acide qui va sortir en premier, donc qui va être élué en premier, donc qui va sortir en premier de la colonne, suivi de l'acide linoléique qui a 18 atomes de carbone, et puis l'acide arachidique qui a 20 atomes de carbone. On passe au quatrième exercice, un mélange de trois acides aminés, donc l'acide aspartique qui a un pH isoélectrique qui est égal à 2,87, l'arginine avec un pH isoélectrique qui est égal à 10,76 et la leucine qui a un pH isoélectrique qui est égal à 6. Donc
ce mélange est soumis à une chromatographie sur colonne échangeuse de cations. Donc l'élision est effectuée à l'aide d'un tampon qui a un pH de 6. Donc la question, c'est dans quel ordre peut-on prévoir la sortie de ces acides aminés. Donc comme on a vu dans le cours des acides aminés et des protéines, si je prends un acide aminé dans un pH inférieur à son pH isoélectrique, donc cet acide aminé va être chargé positivement. Donc si j'augmente le pH jusqu'à arriver au pH isoélectrique de cet acide aminé, donc l'acide aminé va avoir une charge nulle. Et si j'augmente encore le pH, donc je vais avoir un acide aminé qui a une charge totale qui est négative. Donc pour des pH inférieurs au pH isoélectrique, l'acide aminé va être chargé positivement. Et pour des pH supérieurs au pH isoélectrique, l'acide aminé va être chargé négativement. Donc si je prends par exemple l'acide aspartique, donc son pH isoélectrique est de 2,87 et le pH du milieu est égal à 6. Donc le pH est supérieur au pH isoélectrique de l'acide aspartique. Donc dans ce milieu, le pH ou le signe donc est négatif. Donc l'acide aminé va être chargé négativement. Donc l'acide aspartique a une charge négative dans un pH qui est égal à 6. Pour l'arginine, donc elle a un pH qui est égal à 10,76. Donc ce pH, donc c'est le pH isoélectrique et le pH du milieu est inférieur au pH isoélectrique. Donc le pH du milieu c'est 6 et le pH isoélectrique c'est 10,76. Donc l'arginine, donc cet acide aminé va être chargé positivement. Et pour la leucine, donc elle a une charge de un pH isoélectrique de 6, donc elle va avoir un pH qui est nul. Donc le pH isoélectrique est égal au pH du milieu qui est 6. Donc dans cet exercice, on a utilisé une colonne échangeuse de cations. Donc puisque cette colonne est échangeuse de cations, donc cette colonne est chargée négativement. Donc j'ai une colonne échangeuse de cations, donc elle est chargée négativement. Donc et j'ai ces trois acides aminés dans un pH qui est 6, donc ils ont ces charges. Donc l'acide aspartique a une charge négative, l'arginine une charge positive et la leucine une charge nulle. Donc pour l'arginine, donc puisqu'il a une charge positive et la colonne a une charge négative, donc il va être retenu. Pour l'acide aspartique, elle a une charge négative et la colonne a une charge négative, donc il va être poussé de la colonne. Donc c'est l'acide aspartique qui va sortir le premier de la colonne, suivi de la leucine qui a une charge nulle, donc suivi par la suite en dernier par par l'arginine. Donc l'ordre, donc c'est l'acide aspartique qui va sortir en premier, suivi de la leucine, suivi de l'arginine. On passe au cinquième exercice. Les 5 protéines dont les masses moléculaires et les points isoélectriques sont donnés ci-dessous sont séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de STS. Donc pour la première question, donnez l'ordre de leur migration du sommet à la partie inférieure du gel. Pour la deuxième question, les 5 protéines de la question 1 sont séparées par électrofocalisation. Quelle pourrait être leur distribution entre les extrémités positives et négatives du gel et donner les valeurs les plus hautes et les plus faibles de pH. Donc comme on a vu
En présence de SDS, les protéines vont être chargées négativement et on va éliminer le facteur forme et le facteur charge et les protéines vont être séparées selon leur taille, donc selon leur poids moléculaire. Donc ici, j'ai un gel de polyacrylamide, donc avec la cathode et l'anode. Donc, comme on a dit, les protéines vont être séparées selon leur taille, donc selon leur poids moléculaire. Donc, la protéine qui a un poids moléculaire le plus élevé, c'est une protéine qui va avoir une petite migration sur le gel. Et la protéine qui a un poids moléculaire le plus faible, c'est la protéine qui va parcourir la plus longue distance sur le gel. Donc ici, j'ai le sens de migration des protéines. Donc ça, c'est pour la question 1. Donc pour la deuxième question, donc on va séparer les protéines par isoélectrofocalisation. Donc comme on a vu dans le cours, c'est une séparation selon les pH isoélectriques de la protéine. Donc ici, j'ai un gel polyacrylamide avec un gradient de pH. Donc ici, j'ai les pH les plus faibles et là, les pH les plus élevés. Donc on sait que dans un milieu où les pH sont faibles, donc les protéines vont être chargées positivement, donc comme les acides aminés, donc les protéines vont être chargées positivement, et dans des pH grands, dans des grands pH, les protéines vont être chargées négativement. Donc, et par la suite, je vais mettre en ordre mes protéines selon leur pH isoélectrique. Donc, au niveau des pH ou du pH le plus faible, je vais mettre la protéine qui a le plus faible pH, qui est la protéine D, suivi de la protéine A qui a un pH de 5,4, suivi de la protéine E qui a un pH de 5,9, suivi de la protéine C qui a un pH de 7, suivi de la protéine B qui a un pH de 10,6. Donc ça c'est pour l'ordre des protéines après la séparation par isoélectrofocalisation. Donc on passe au exercice 6. On veut déterminer la concentration en mol par litre de deux sels A et B dans un échantillon inconnu en solution aqueuse. On enregistre un spectre dans le visible de chacun de ces composés pris isolément en solution aqueuse ainsi que de la solution échantillon à analyser. Et on a le trajet optique des cuves qui est égal à 1 cm. Les valeurs des absorbances mesurées à 510 et 575 nanomètres sur les trois spectres sont les suivantes. Donc le composé A qui a une concentration de 1,5 10 à puissance moins 1 mol par litre, présente une absorbance de 0,714 à 510 nanomètres et de 0,0097 à 575 nanomètres. Et le composé B, qui a une concentration de 6 10 à puissance moins 2 mol par litre, présente une absorbance de 0,298 à 510 nanomètres et de 0,757 à 575 nanomètres. Donc la solution à doser présente une absorbance de 0,4 à 510 nanomètres et de 0,577 à 575 nanomètres. Donc la première question, calculer les 4 coefficients d'absorption molaire. Donc pour le sel A à 510 nanomètres, le sel B à 510 nanomètres, le sel A à 575 nanomètres et le sel B à 575 nanomètres.
Et la deuxième question, calculer les concentrations molaires en mol par litre des deux sels A et B dans la solution échantillon. Donc, pour la première question, on sait que l'absorbance est égale au coefficient d'absorption molaire fois le trajet optique ou la longueur de la cuve fois la concentration du composé. Donc, pour l'absorbance du sel A à 510 nanomètres est égale au coefficient d'absorption molaire du composé A à 510 nanomètres fois le trajet optique L fois la concentration du composé A. Donc, le coefficient d'absorption molaire du sel A à 510 nanomètres est égal à l'absorbance du sel A à 510 nanomètres divisé par le trajet optique fois la concentration du composé A. Donc, le coefficient d'absorption molaire du composé A à 510 nanomètres est égal à 0,714 divisé par le L qui est égal à 1 fois la concentration qui est égale à 1,5 10 à la puissance moins 1. Donc, le coefficient d'absorption molaire est égal à 4,76 litres mol moins 1 centimètre moins 1. Donc, pour le sel B, donc l'absorbance du sel B à 510 nanomètres est égale à coefficient d'absorption molaire fois le L qui est le trajet optique fois la concentration du sel B qui est égal à 6 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc le coefficient d'absorption molaire est égal à l'absorbance du sel B à 510 nanomètres divisé par L fois la concentration. Donc le coefficient d'absorption molaire du sel B à 510 nanomètres est égal à 4,76 litres mol moins 1 centimètre moins 1. Et c'est la même chose pour le sel A à 575 nanomètres et le sel B à 575 nanomètres. Donc ça, c'est pour la première question. Et pour la deuxième question, donc on sait qu'on a une solution ou un échantillon qui contient une quantité de sel A et une quantité de sel B. Et on veut déterminer la concentration du sel A et du sel B dans ce échantillon. Donc, toujours on sait que l'absorbance est égale à le coefficient d'absorption molaire fois la longueur L de la cuve ou du trajet optique fois la concentration du composé. Et on a l'absorbance de la solution ou de l'échantillon à 510 nanomètres est égale à 0,4 et l'absorbance de la solution à 575 nanomètres qui est égale à 0,576. Donc, comme on a dit, on sait que cette solution est composée de deux quantités de sel A et B. Donc, l'absorbance du sel ou de la solution S à 510 nanomètres est égale à l'absorbance du composé A à 510 nanomètres plus l'absorbance du composé B à 510 nanomètres. Donc, on sait que l'absorbance est égale au coefficient d'absorption molaire fois L fois C. Donc, le coefficient d'absorption molaire du composé A à 510 nanomètres fois le trajet optique fois la concentration qu'on ne connaît pas du composé A. Plus le coefficient d'absorption molaire du composé B à 510 nanomètres fois le trajet optique fois la concentration du composé B qu'on ne connaît pas. Donc, est égal. Donc, je connais le coefficient d'absorption molaire du composé A, donc, qui est une constante à 510 nanomètres, donc qui est égal à 4,76. Donc, on a déjà calculé ça. Fois la fois 1, donc le trajet optique c'est 1, fois la concentration du composé A qu'on cherche à trouver, plus
4,96, donc on a déjà calculé, c'est le coefficient d'absorption molaire du composé B à 510 nanomètres, fois la concentration CB, donc du composé B qu'on cherche à déterminer, donc est égal à 0,4. Et c'est la même chose pour la longueur d'onde, donc de 575 nanomètres. Donc cette absorbance de la solution à 575 nanomètres est égale à l'absorbance du composé A à 575 nanomètres plus l'absorbance du composé B à 575 nanomètres. Donc est égal au coefficient d'absorption molaire du composé A à 575 nanomètres qu'on a déjà calculé, fois le trajet optique, fois la concentration du composé A, donc qui est la même ici, donc qu'on cherche à trouver, plus le coefficient d'absorption molaire du composé B à 575 nanomètres, fois le L, fois la concentration du composé B, qui est la même ici, donc qui est égal, donc on a déjà calculé les coefficients d'absorption molaire, donc 0,064 fois CA plus 12,61 fois CB est égal à 0,700 ou 577, donc c'est l'absorption de la solution à 575 nanomètres. Donc, on remarque que c'est un système qui contient deux équations. Donc, la première équation et la deuxième équation. Donc, c'est sous la forme AX plus BY. Donc, on peut donc calculer le déterminant du système qui est égal à 4,60, donc 4,76 fois 12,61 moins 0,064 fois 4,96, donc qui est égal à 59,70. Et pour le CA, donc le X qui est le CA, donc c'est le déterminant de X, donc du CA, le déterminant de CA divisé par le déterminant du système. Donc le déterminant de CA qui est égal à 0,4 fois 12,61 moins 0,577 fois 4,96 divisé par le déterminant, donc qui est égal à 0,0365 mol par litre. Donc la concentration du composé A ou du sel A dans la solution, donc dans l'échantillon, ici, c'est 0,0365 mol par litre. Et c'est la même chose pour le composé B. Donc on va déterminer, on va calculer le déterminant donc pour CB ou Y, donc qui est égal à 4,76 fois 0,577 moins 0,064 fois 0,4 divisé par le déterminant qui est égal à 0,045 mol par litre.